Bonjour. 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 Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, donc on va pouvoir démarrer. Je vous informe que le webinaire est enregistré dans un premier temps, comme ça nous permettra de vous envoyer à tous cet événement. Vous aurez tous le contenu. Donc je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Donc moi je suis Jeanne Boucher-Pardo, chargée de mission du programme Capital Humain qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis en présence de Stéphane Flex, le délégué général du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permet d'organiser cet événement, et du général Philippe Guimbert, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'animer cet événement sur une thématique qu'il connaît particulièrement bien, donc comment remettre l'humain au cœur des organisations. Au niveau du déroulement de ce webinaire, dans un premier temps, le général Philippe Guimbert va faire une présentation et dans un second temps, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Comme ça, on pourra y répondre en seconde partie. Comme vous pouvez le voir, le général Guimbert ne porte pas de masque puisque nous avons des plexiglas de chaque côté et nous-mêmes portons un masque. Donc, je vous souhaite un très bon moment et puis n'hésitez pas à poser des questions en fin de séance. Très bien. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Jeanne pour la présentation. Merci Stéphane pour ton accueil, ainsi que je tiens à remercier Jean-Luc Ronicher pour l'accueil du MEDEF pour ce webinaire sur le commandement, le management et l'humain au cœur du management. Alors, je dois dire que quand on avait évoqué cette idée il y a quelques mois de faire ce séminaire, ce webinaire, pardon, sur le management, eh bien l'idée m'avait complètement séduit parce que je pense que et le monde de l'entreprise et le monde militaire, en l'occurrence le monde de la gendarmerie,
ont des choses à se dire, à partager, et ce sont des environnements qui ont, à mon sens, de proximité, même si le monde de l'entreprise, c'est le monde du système privé, le monde de l'initiative individuelle, et moi, je représente un petit peu la quintessence du système étatique en tant qu'ancien militaire. Néanmoins, on a des points communs, et c'est un grand patron de la région qui me disait un jour, alors peut-être pour me faire plaisir, mais qu'il y avait deux entités qui fonctionnaient en France. C'était l'entreprise et les forces armées. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. La reconnaissance du chef militaire, la reconnaissance du chef d'entreprise, le sens de la responsabilité, bien sûr, le sens de l'anticipation, souvent également un ancrage territorial qui est fort, et notamment c'est le cas pour la gendarmerie. Et puis par-dessus tout, je crois que on fait des métiers différents, mais on fait des métiers de passion, des métiers d'engagement, où le sens de l'humain, le sens du collectif, eh bien, doivent peser. Alors pour moi, l'intérêt d'un tel échange, c'est de se dire les choses, d'échanger, mais avec un mot essentiel en tête, c'est le mot humilité, j'y reviendrai, parce que quand on parle de commandement, quand on parle de management, eh bien, il s'agit avant tout d'hommes et de femmes dans toute leur complexité, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs doutes, leurs envies, que sais-je, leurs passions, et avec toute la part, bien sûr, de subjectivité que cela peut comporter. Alors, je prends ce webinaire de ce matin comme un partage sur ma vision du leadership, du management, parce qu'on parlera également du leadership, un éclairage qui se fonde sur 35 années de carrière en gendarmerie, 42 années sous l'uniforme, donc c'est pas rien, en unité opérationnelle, en état-major, dans des états-majors mixtes également, avec des cultures différentes. Ça aussi, c'est important d'appréhender des cultures différentes. Par exemple, j'ai été pendant 5 ans dans un état-major, dans une direction où il y avait des gendarmes et des policiers. Et ça peut fonctionner. Ou encore aussi une expérience à l'international. Donc moi, je vous livrerai simplement quelques pistes, quelques convictions, mais en aucun cas, je ne vous livrerai de certitude parce que, comme disait le maréchal Lyautey, eh bien, il s'agit dans le management, dans le commandement, il s'agit de relations humaines, de pattes humaines, c'est l'expression de Lyautey, et rien ne peut se mettre en équation dès qu'on parle de commandement. Il y a seulement des invariants. Voilà. Je dirais également que le commandement, pour planter le débat aussi, et on est vraiment dans ce module capital humain, c'est le commandement, pour moi, c'est certes une relation humaine, mais c'est également un service. C'est le chef qui rend certes service aux autres, mais qui rend service aussi à ses subordonnés, à ses employés. Ça, c'est fondamental dans cette relation au commandement. Alors, je commencerai par mon histoire, entre guillemets, je mets mon histoire personnelle. Je veux simplement poser le décor. Rassurez-vous, je vais pas être long là-dessus, mais simplement, ça me permet de raccrocher quelques points essentiels au débat. Une date, 1978, je m'engage dans l'armée, dans une école, au titre d'une école de sous-officiers. Donc, je pars pour une carrière de sous-officier avec quand même l'idée à terme de devenir officier par la voie semi-directe. Bien sûr, je connaissais l'école de Saint-Cyr, mais j'avais peut-être un peu manque de confiance en moi et je ne voyais pas que si je pouvais avoir les capacités de faire cette école de Saint-Cyr. Et puis là, dans cette école de sous-officier, avec un autre camarade, eh bien, il y a un de nos cadres, un officier, qui nous a détecté, qui a dit vous, les gars, vous pouvez peut-être faire autre chose, c'est-à-dire, vous avez la capacité de faire l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Bon, vous allez passer 1 an avec nous, mais moi, je vais vous accompagner pendant 1 an. Je vais
je vais vous aider, je vais vous orienter. Et ce cadre, c'était un commandant, eh bien, il nous a un peu pris sous son aile et il nous a préparé à rentrer, c'est le cas de le dire, en classe préparatoire à Saint-Cyr. Je lui en sais gré, bien évidemment, mais ça, c'est le rôle aussi de tout manager, de détecter les personnalités à potentiel qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, qu'il faudra orienter. Voilà, donc ça commence en 78. Après, je réussis donc l'école spéciale militaire Saint-Cyr. Saint-Cyr, pour les militaires et une partie des officiers de gendarmerie qui sont passés par cette école, eh bien, c'est la formation initiale, c'est le creuset, et c'est quelque chose qui va rester tout au long de sa carrière. On passe 3 ans à Saint-Cyr, on apprend des tas de choses, et notamment le dépassement de soi, la camaraderie, la solidarité. C'est la matrice initiale qu'on ne va pas oublier. On va rencontrer des personnes inspirantes parmi ses camarades, parmi ses cadres. Et moi, j'en ai eu une de personnes inspirantes parmi mes cadres, mon cadre de contact à Saint-Cyr. Et il nous l'a tellement bien préparé, je pense. Il avait l'étoffe. Il a terminé des directeurs des relations sociales chez Michelin. C'est Bertrand Ballarin qui est assez connu dans le monde des relations sociales. Et c'était mon cadre de contact. Après Saint-Cyr, c'est les postes opérationnels. C'est là où on va, les premiers postes opérationnels. On va être, notamment quand on est lieutenant, quand on est capitaine, on est au plus près des gendarmes. On va vivre ce qu'ils vivent. J'ai eu l'occasion, au début de ma carrière, en 88, de passer 1 mois et demi sur une île, dans les îles Loyauté, après les événements d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Donc vous êtes seul avec votre peloton, on est 30, dans un environnement un petit peu complexe, un petit peu détérioré. Et eh bien on apprend à connaître ces hommes au plus près, et on prend des réflexes pour l'avenir. Et ça, c'est absolument fondamental. Et puis après, donc, j'aurai des expériences diverses, mais peu importe, pour terminer à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière. Bon, moi, ce que j'ai pu mesurer, bien évidemment, c'est que c'est un métier. Moi, ce que j'ai fait, c'est un métier de vocation, bien évidemment. C'est un métier de passion, le service du pays. Et puis, ce que j'ai mesuré également, c'est qu'on apprend tous les jours des hommes et des femmes, de l'environnement, de la technique. Et c'est toute la richesse de nos métiers. Mais je pense que c'est une richesse que vous partagez avec moi. Un métier qui s'est effectué, je vous l'ai dit, en gendarmerie pendant 35 ans. Donc là aussi, c'est important de replacer le décor, parce que la gendarmerie, certains la connaissent, tout le monde elle est dans le paysage, mais beaucoup ne la connaissent pas vraiment. Et il faut savoir, c'est une institution, alors c'est une institution historique, hein. Ça fait 3 siècles que le maillage territorial de la gendarmerie existe, c'est quand même quelque chose qui compte. Et puis c'est une institution, il faut le savoir, très déconcentrée au travers de ces brigades. Donc c'est un commandement particulier, c'est un management particulier, puisqu'il y a 3100 brigades en France, c'est des points d'accueil, c'est nos agences qui sont réparties sur tout le territoire, territoire. Et puis ce sont des agences un petit peu particulières, parce que le gendarme, il ne vit pas tout seul. Il vit dans son territoire, mais il vit également dans son territoire avec sa famille, puisque dans les casernes, il y a également les familles. Donc là aussi, ça a des conséquences. On pourra en parler, mais en matière de qualité de vie au travail, c'est fondamental de prendre en compte également les familles dans cette qualité de vie au travail. Donc dans la marine, on parle d'esprit d'équipage, dans les troupes de montagne, on parle d'esprit de cordée. On pourrait dire qu'il existe en gendarmerie un esprit de brigade, hein, qui est vraiment l'entité initiale. La gendarmerie, c'est une institution également, je dirais, paradoxale, parce que c'est une institution étatique très ancienne, mais qui est très verticale en apparence, qui peut être très, très verticale, c'est logique, avec ce qui compte beaucoup, le respect hiérarchique. Et puis en même temps, c'est une institution qui développe l'horizontale, qui développe l'intelligence collective, qui développe l'intelligence locale.
Et c'est une des institutions qui s'est le plus développée ces dernières années. Je vous ai parlé de la gendarmerie déconcentrée, et c'est une gendarmerie parce qu'elle est déconcentrée, elle vit aussi au cœur des territoires. Donc elle n'est pas du tout hors sol. On n'est pas dans notre monde, et elle vit au contact de la société, elle vit avec la société, puisque les gendarmes, tous les gendarmes, on est tous un pur produit de la société française, avec des gendarmes de tous âges, des jeunes gendarmes, des générations Y, des générations Z, pour qui le rapport à l'autorité a changé. Donc là aussi, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte, et la gendarmerie doit aussi s'adapter, évoluer pour tenir compte des nouvelles ressources humaines, même si on considère que même pour les jeunes qui arrivent, hein, qui ont, comme je disais, un rapport un petit peu particulier à l'autorité, eh bien, le creuset initial, l'école de formation de sous-officiers, d'officiers, reste la matrice initiale et la matrice de la militarité, hein, puisqu'on est une force armée, même si notre autorité d'emploi, c'est le ministère de l'Intérieur, mais la gendarmerie reste une force armée, et la militarité de la gendarmerie sous-tend bien sûr notre action, et cette militarité, c'est aller jusqu'au sacrifice suprême. Hein, et c'est quelque chose de fondamental que les jeunes gendarmes acceptent. Après, il faut expliquer un certain nombre de choses, plus de pédagogie qu'avant, pose plus de questions que les gendarmes d'il y a 30 ans, c'est sûr. Alors, on m'a demandé donc de parler du leader, du chef, du manager. Bon, je sais que le management, il a été théorisé. Il y a des milliers de livres qui existent sur le management. Et bon, je rentrerai pas dans tous ces détails. Néanmoins, je rappellerai une chose, c'est que dans le monde militaire, dans le monde gendarmique, on parle d'exercice du commandement, d'exercice de l'autorité. Le commandement étant attribué, hein, à un chef, c'est quelque chose de très formaté. Il y a un décret, par exemple, un général, il sera nommé par décret du président de la République. Un colonel qui commande un groupement, il sera nommé par arrêté ministériel. Il y aura des lettres de commandement. Donc il y a des tout ça est très normé, tout ça est très codifié, et le chef, le nouveau chef, sera présenté à ses subordonnés. Hein. Il y a une formule rituelle, une prise d'armes, une formule rituelle où on demande aux subordonnés de reconnaître comme chef un tel, le tel colonel, et on leur demande d'obéir à tout ce qu'il vous commandera. Donc vous voyez, c'est symbolique, et c'est symbolique dans la présentation du nouveau chef par son supérieur. C'est une reconnaissance officielle. Mais tout ça, c'est important, mais il faudra, en plus de la reconnaissance officielle, eh bien, une reconnaissance plus directe, plus personnelle, par ces hommes, ces femmes, ces grands subordonnés. C'est là qu'interviendra, à mon sens, ou pas, eh bien, le leadership, car se faire obéir, en fait, c'est assez simple, hein, se faire obéir. Mais susciter l'adhésion, ça sera le défi le plus important pour le chef. Alors, moi, je ne parlerai pas de grands livres de théoriciens du management. Moi, j'ai quelques livres de référence qui sont pour moi, il y en a deux qui sont pour moi intemporels et toujours inspirants. Hein. C'est Le rôle social de l'officier de Lyautey. C'est un livre que, voilà, je mets ça à votre disposition. Vous en faites ce que vous en voulez, mais le rôle social de l'officier, c'est un livre qui a été écrit un article pour la Revue des Deux Mondes de Lyautey qui date de 1891. Et en fait, Lyautey, dans ce livre, présente les nouvelles méthodes de commandement pour une armée de conscription. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui a été repris d'ailleurs par le patronat quelques années après, puisque quelqu'un a écrit du rôle social de l'ingénieur,
et c'est Lyoté qui en avait fait la préface. Donc c'est quelque chose que je vous recommande, tout comme le fil de l'épée, qui est un peu plus philosophique que le livre de Lyoté, le fil de l'épée du général de Gaulle, écrit en 1932, et où on voit sa conception du chef, du leader, sa philosophie également en matière d'action militaire, de conduite de la guerre. Donc ça, c'est des livres, je pense, qui peuvent inspirer des chefs d'entreprise. Et puis un livre, bien évidemment, plus récent que beaucoup, je pense, d'entre vous connaissent. En tout cas, c'est le livre de Pierre de Villiers, Qu'est-ce qu'un chef? Bon, là, c'est un livre plus actuel que je vous recommande. Et puis, j'ai mis un petit document également qu'on pourra éventuellement faire partager en tout cas, qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, sous l'instigation de notre directeur général de la gendarmerie. C'est du commandement et de l'autorité en gendarmerie, pardon, et c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un chef? Qu'est-ce qu'un leader? On va commencer par là. Bon, je vais aller vite sur ces questions de leader, de chef. Moi, c'est 4 choses. C'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est du leadership, et puis aussi, c'est de la communication. La vision, c'est un cap pour l'action. Je pense que ça, vous en êtes intimement persuadé. Et un cap pour l'action, pour cela, il faut avoir les idées claires. Il faut avoir les idées claires à un moment où nous vivons dans un bain médiatique, informationnel quasi permanent, où l'instantanéité prime sur le temps long. Alors, c'est important de raisonner sur le temps court quand on est chef d'entreprise, quand on est militaire, mais il faut raisonner également sur le temps long, et c'est pas toujours simple. Pour pouvoir raisonner sur le temps long, il faut savoir travailler dans la complexité, décider dans l'incertitude, et puis il faut savoir, à mon sens, sortir un peu de son cadre sa zone de confort, sa zone d'action professionnelle, aller regarder autre chose. Alors, bien évidemment, vous êtes tous des experts, vous êtes des experts dans votre domaine, mais je pense qu'il faut aller regarder dans le domaine de la géopolitique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la philosophie de plus en plus. Et je pense que et les militaires et les chefs d'entreprise et les managers doivent avoir une culture générale très développée. Ils doivent avoir une culture générale très développée parce qu'on est dans un temps d'incertitude, je le disais. Bon, on en revient, vous savez, au VUCA, certains le connaissent. On est dans un environnement VUCA volatile, incertain, complexe, ambigu. Ça, c'est pas des notions du monde de l'entreprise initialement, c'est des notions qui ont été introduites par l'école de guerre américaine à la fin des années 80, début des années 90. Il faut être doué, bien évidemment, d'un esprit critique. Et puis, à mon sens, ça vaut pour le chef militaire, pour le chef d'entreprise, pour le manager, le grand manager. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer et savoir s'entourer d'esprits divers. Pas avoir autour de soi des gens de la même formation que soi. Il ne faut pas avoir tout un tas de clones autour de soi. Et alors, ce n'est pas toujours simple, parce que de ne pas avoir des clones autour de soi, on aura des esprits divers, avec des formations diverses, parfois des gens disruptifs. Et je pense que c'est bon de sortir, même pour le patron, même. Moi, je l'ai vécu. C'est bien d'avoir des personnes autour de vous des poils à gratter, qui vous fassent sortir de votre zone de confort. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vision. Il y a des belles citations, mais là, je ne veux pas être trop long. Il y a des belles citations d'Hubert Lyoté dans ce domaine-là. Et en fait, voilà, il me dit une chose: celui qui n'est que professeur n'est qu'un mauvais professeur, celui qui n'est que militaire n'est qu'un mauvais militaire, celui qui n'est qu'un industriel n'est qu'un mauvais industriel. Voilà. Alors, autre chose, bien sûr, c'est la capacité à concevoir une stratégie. Bon, ça, c'est clair.
Moi, j'aime bien Edgar Morin quand il nous dit que si l'ignorance de l'incertitude conduit à l'erreur, la certitude de l'incertitude, la certitude de l'incertitude conduit à la stratégie va nous permettre de tracer un chemin, un cheminement dans l'incertitude du moment. Parce que je pense qu'on est quand même dans des temps de complexité maximale, des temps de... Je ne parle pas que de la crise sanitaire, hein, mais la crise sanitaire ne fait qu'amplifier les choses. Et je pense que on est en plus dans une période, ça c'est mon opinion personnelle, de transition civilisationnelle et transition technologique. On est dans une période un peu, je pense, on ne le mesure pas encore, puisqu'on a le nez dedans, mais comme si c'était le passage du Moyen Âge à la Renaissance. Je pense qu'on est sur à peu près sur la même échelle de transition. Donc la stratégie, c'est important. On vous proposera des options stratégiques. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, qui sont payés pour ça, vos grands subordonnés. Et moi, je pense que le manager, le chef militaire, le chef d'entreprise, eh bien, il ne doit pas s'immiscer dans le travail de ses grands subordonnés. Il doit laisser faire. Et souvent, on se trompe d'échelle. C'est un réflexe. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé bien souvent d'aller dans des détails qui ne sont pas du niveau, à mon sens, du chef qui doit avoir la vue longue, qui doit avoir de la perspective et qui met toutes les idées, toutes les stratégies qu'on lui propose. C'est lui qui va en faire la synthèse. Et je crois qu'il ne faut pas s'immiscer dans le travail initial. Voilà, la question du leadership, ça c'est quelque chose de fondamental. Pour moi, alors personnellement, c'est quoi le leadership? Je dirais, c'est le supplément d'âme qui fédère, qui catalyse les énergies, qui embarque une équipe, et plus encore une organisation, c'est-à-dire une entreprise, petite, grande unité militaire, une petite unité militaire. Le leadership, il va être reconnu. Le commandement, il est attribué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le leadership, il sera reconnu. Il sera reconnu par vos employés, il sera reconnu par vos hommes, vos femmes que vous avez sous votre autorité. Parce qu'on dégage une autorité morale, parce qu'on est exemplaire, la vertu de l'exemple, hein, ça c'est fondamental l'exemple. Je ne l'ai pas encore trop dit, mais le chef, il doit être exemplaire. Et puis, bien évidemment, sa capacité à fédérer par le charisme, par le rayonnement. Alors, il y a des chefs qui n'ont pas trop de rayonnement, ça arrive. Bon, après, il y a des chefs qui font très très bien leur travail sans un rayonnement extraordinaire. Mais si vous arrivez encore à avoir du rayonnement en plus, c'est formidable. Et puis, la capacité à établir la confiance. Donc le leader, c'est de l'intelligence, de l'instinct, du caractère, la vertu des temps difficiles, disait le général de Gaulle. Et c'est aussi un générateur de confiance et puis un catalyseur d'intelligence collective, parce qu'on ne peut plus maintenant travailler seul. Là, va se poser la question, à l'époque actuelle, à mon sens, à l'heure de la transformation numérique, la question du leadership à l'heure de la transformation numérique. On a tous évolué dans des institutions, dans des organisations très verticales, avec une hiérarchie. Alors nous, dans le monde militaire, ça c'est clair que la verticalité, on sait ce que c'est, même si je vous ai expliqué qu'au niveau, s'agissant de la gendarmerie, mais je pense que y compris dans les forces armées, dans toutes les forces armées, on travaille de plus en plus horizontalement. Néanmoins, c'était le plus haut placé qui était censé être omniscient. Hein, c'est lui qui avait le savoir, c'est lui qui avait l'information. Maintenant, avec le numérique, avec Internet, chacun peut avoir accès au savoir. Il n'y a pas que le chef qui avait le monopole de l'information. Et dans un monde numérique, le dirigeant, il ne va plus être au sommet de la pyramide, au sommet d'une pyramide, il va être au centre d'une galaxie. Et là, ce sera à lui, bien évidemment, de
de donner de la cohérence pour son entreprise, pour son entité militaire, et bien de donner de la cohérence à ce nouvel ensemble et à toute cette masse d'informations qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Je pense que vous y réfléchissez également dans le monde de l'entreprise. On y réfléchit également dans le monde militaire. Et puis dernier point sur ce leader, c'est sa capacité à communiquer. Moi, je crois que là, c'est fondamental actuellement. La communication dans une entreprise, c'est une fonction stratégique. Alors là, c'est peut-être l'ancien directeur de la communication de la gendarmerie qui parle, mais je crois que le chef, le leader, il représente son entreprise, il représente ses employés, il représente sa marque. Et dans une société de l'information, je pense que la communication est l'expression aussi du leadership vers l'extérieur. Voilà, ça me paraît important. Et j'ai Éric Lemaire, qui est le DIRCOM d'AXA, qui dit tout simplement, alors je pense que ça vaut pour tout, la communication, elle est au service de la confiance de la marque. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Et la fonction communication, bon là, j'enfonce une porte ouverte, eh bien, elle prend tout son sens. Certes dans la vie normale, mais surtout en temps de crise. Et on l'a vu depuis plus d'un an maintenant dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid, mais on le voit également dès lors qu'il y a des crises économiques très très fortes. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de leadership, parce qu'on m'avait demandé aussi d'évoquer cette question. Alors l'humain au cœur du management, bon, l'humain a toujours été au cœur de ma philosophie du commandement. Et là, je suis un petit peu sur les traces de l'IoT, mais je suis sur les traces de ce qu'on m'a inculqué aussi en école de formation. Et puis ça correspond à ma philosophie, à ma pensée profonde. Comme je vous l'ai dit, j'ai été gendarme pendant 35 ans, membre d'une institution qui repose essentiellement sur ces militaires, ces femmes, ces hommes de la gendarmerie. Il y en a 130 000 en comptant les réservistes. Et la gendarmerie, c'est une force humaine. Alors, c'est d'ailleurs la signature depuis 30 ans, le petit slogan de la gendarmerie, une force humaine. C'est notre système d'armes, notre force de frappe. Ce sont les hommes, c'est pas les fichiers, c'est pas toutes nos prouesses techniques. Avant tout, c'est ces hommes et ces femmes qui font la gendarmerie, qui font un collectif fort, qui est entraîné, qui est accompagné, et puis qui est au service de la population. L'humain au cœur du management, je rappellerai également que, alors là, pareil, c'est une citation qu'on a rabâchée, mais c'est Paul Valéry qui dit qu'un chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Alors, c'est un homme qui a besoin des autres, c'est un homme, une femme qui a besoin des autres. Et moi, je suis persuadé que le chef est chef, certes, parce qu'il est entouré de collaborateurs sur qui il a autorité, mais surtout, avec qui il doit cheminer. Il doit cheminer en confiance vers une mission commune qui doit être vraiment acceptée par l'ensemble de l'équipe. Alors, bon, vous aurez compris que moi, je ne crois pas je mets des guillemets au chef de droit divin. Hein. On ne naît pas chef, hein, on va le devenir par l'expérience, par ses rencontres. On ne naît pas chef, mais je crois qu'un chef va devoir exprimer toute sa condition de chef en cultivant sa compétence, en cultivant l'exemplarité. Ça, c'est la première des choses. Hein. Il faut être compétent. Quand on est chef, il faut être compétent, il faut être exemplaire. Il n'y a pas pire immoralité que de faire un métier qu'on ne sait pas. C'est Napoléon qui le disait. Et puis, un chef, il va être animé d'une autorité éclairée.
une autorité humaine, mais dans le même temps, il va devoir assumer, exprimer sa volonté et son exigence, son sens de la décision, et bien sûr, il devra l'assumer. Alors le chef a besoin des autres, et le chef doit commander avec un supplément d'âme. Lyautey disait, on ne commande bien que ceux que l'on aime. Je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé, peu ou prou, ou toute chose égale par ailleurs, par des chefs d'entreprise vis-à-vis de leur personnel. Et Saint-Exupéry, le Lyonnais Saint-Exupéry, répondait en écho à Lyautey en disant « Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire ». Voilà. Alors il faut parler, bien évidemment, il faut parler aux hommes, parler aux femmes, savoir écouter. Ça, c'est dans ce commandement humain, c'est une des premières choses à faire. Et là, j'aime bien une citation de Loïc Roche, je pense que vous le connaissez, ou certains d'entre vous le connaissent, c'est le président de Grenoble, école de management. Alors, Loïc Roche, il a fait l'ESSEC, mais il est également philosophe, il a un doctorat de philosophie. Et il dit que le management, c'est d'abord un corps à corps. Le management, c'est physique, et il met en garde les managers trop appliqués à se plonger dans les ouvrages de management dès lors qu'ils ont leur première crise ou leur première période de doute. Donc, il faut aller au contact des gens, il faut écouter. Comme je vous ai dit, la gendarmerie, c'est un univers très déconcentré. On a des brigades, on a des compagnies de gendarmerie, des groupements dans les départements. Donc, pour les chefs, eh bien, il faut se déplacer. Certes, le numérique nous aide, mais le numérique ne fait pas tout et il faut aller à la rencontre des gendarmes, les écouter, parce qu'ils ont souvent besoin de parler. Et ils ont besoin de parler à leur N+1, certes, mais ils ont besoin aussi de parler à leur N+2 et leur N+3. Et ça, c'est fondamental. Et cette écoute, c'est un gage de confiance, de compréhension. Et moi, bien évidemment, j'allais avec plaisir, hein, de toute façon, j'allais sur le terrain très régulièrement à la rencontre de ces gendarmes pour avoir leur retour. Et puis les gendarmes, quel que soit le grade, quel que soit le positionnement, sont tous des forces de proposition. Et il y a des idées qui partent de la base, des idées, des innovations également qui partent de la base. Et c'est quelque chose que je souhaitais faire vivre au niveau de la région. Et c'est quelque chose qui est largement pratiqué dans toute la gendarmerie en France. Donc ça, c'est important. L'écoute active, donc l'écoute active de ses subordonnés, la communication, ça c'est fondamental. Je l'ai déjà dit, et notamment dans les périodes de crise, parce que de toute façon, à un certain moment, tout le monde se retournera vers vous. On se retourne, qu'on soit lieutenant ou général, eh bien, à un moment ou à un autre, eh bien, on se retournera vers le chef. Et ça, c'est la grandeur du métier de chef, mais c'est également la solitude de ce métier parfois. Donc il faut s'y préparer. Et ça, je l'ai bien vécu lors du premier confinement. Hein. On a senti que les gendarmes et les commandants de brigade avaient besoin de parler. Et à un moment, j'ai dit, voilà, on va faire une audioconférence, on va faire des audioconférences. Donc, grâce à des prouesses techniques, on a réussi à rassembler par 300 points d'écoute dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler, pour faire passer un message. Parce qu'au bout du bout, il y avait des messages des capitaines, il y avait les messages des colonels, etc. Mais ils attendaient un autre message et ils avaient besoin d'une voix unique pour leur dire dans quel sens on allait aller. Donc la communication importante, la communication interne et la communication externe du chef aussi, qui à mon sens est tout aussi importante puisqu'elle va interagir sur la communication interne. Il est important aussi que les gendarmes, les gendarmes ou vos personnels, vos employés, vous voient
alors dans les médias ou peu importe, mais enfin, vous voit communiquer. Ça, je pense que c'est important. Dans ce commandement humain, il faudra susciter l'adhésion par une autorité éclairée. Alors, le chef, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu une redite, mais l'autorité, elle s'obtient par l'exemplarité, elle va s'obtenir par le rayonnement, quand on a du rayonnement. Et puis, il va falloir faire adhérer, bien évidemment, une adhésion constructive à une partie du projet. Alors, attention également à un phénomène, c'est le management, je mets des guillemets, par la terreur. Le management des petits chefs, ça arrive partout, ça. Ça arrive partout. Alors ceux-là, ils ne font pas adhérer une équipe. Hein. Ceux-là, les petits chefs, ils s'appuient sur l'autoritarisme. C'est l'inverse même de l'autorité. Autorité, ça vient du latin, augmenter. Hein. Donc la véritable autorité, c'est celle qui grandit l'autre. Hein. C'est pas de moi, c'est de Michel Serres. Mais c'est tout à fait ça. Les petits chefs, ils font pas grandir. Ils font pas grandir les autres. Et moi, j'ai vu, alors je pense que ça existe, enfin, j'en suis sûr, puisqu'on me l'a évoqué, mais j'ai connu dans le monde de la gendarmerie des chefs, des gradés qui compensaient leur absence de leadership, leur méconnaissance, voire même leur manque d'expertise, de professionnalisme, eh bien, par du rigorisme, du formalisme à l'excès. Ça arrive, je pense, dans toutes les institutions. Et la chasse à la virgule dans les dossiers d'état-major. Voilà. L'autorité éclairée, elle demande de la hauteur, de la volonté, de l'intelligence, et puis une compréhension de l'humain, hein, c'est-à-dire avant tout de l'empathie. S'agissant de l'empathie, moi, je pense qu'il faut, dans toutes nos organisations, il faut développer des climats de confiance, des relations de confiance. Et ça marchera avec 95% des employés. Après, on a 5% de personnes qui seront... mais ça, c'est mathématique et c'est propre à toutes les organisations qui seront retors à ça. Mais moi, je crois qu'il y a un triptyque, c'est la bienveillance. Alors la bienveillance, ça ne veut pas dire l'absence d'exigence. Non, la bienveillance marche de pair avec l'exigence. C'est l'attention que l'on porte à autrui. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas de la démagogie, hein, c'est pas du copinage. C'est vraiment de l'attention et c'est du respect que l'on doit à tout être humain. Alors ça, je ne comprends pas que dans des entreprises, et je ne comprends pas que même dans notre milieu militaire, eh bien, les chefs ne soient pas bienveillants. Ce n'est pas abdiquer sa condition de chef, sa capacité à diriger, à commander, que d'être bienveillant, d'avoir du respect, de l'empathie, c'est-à-dire comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre. Après le chef prendra sa décision, mais je pense que c'est un devoir social, disait Lyautey, c'est un devoir moral, me semble-t-il. Autre chose importante, c'est la reconnaissance que l'on doit à ses personnels. Ça, c'est important. L'être humain, il est comme ça, il a besoin de reconnaissance, et je trouve qu'on ne dit pas assez. Même chez nous, même si ça a un peu évolué, on ne dit pas assez quand le travail est bien fait. Donc là, il faut trouver des voies pour faire reconnaître la qualité du travail et l'engagement des personnels. Il faut leur dire. Hein. Et puis, il faut leur dire, à l'occasion de manifestations un peu officielles, y compris les médailles du travail, qui sont... Certains sourient, hein, avec ces... Moi, je l'ai vu puisque j'avais des employés civils à l'état-major. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'ils étaient très attachés aux médailles du travail, parce que c'était l'expression de la reconnaissance. Voilà. Il faut également dire aux gens,
quand ils ont bien fait leur travail. Il faut pas hésiter. Le chef, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il doit se déplacer, il doit dire les choses, aux gens, il doit savoir dire merci. Voilà, si je voulais résumer, le chef doit savoir dire merci à ses employés. Et puis, le chef aussi, il doit avoir le courage. C'est bien beau d'être bienveillant, hein, mais de dire la vérité, d'avoir un langage de vérité. Et ça sera, je pense, accepté. Alors, langage de vérité envers soi-même, envers ses supérieurs, et puis envers ses subordonnés. Il ne faut pas mettre le couvercle dès lors qu'il y a un problème. Non, il faut rentrer au cœur du problème. Et il faut assumer, il faut dire les choses, notamment quand les choses ne vont pas bien. Il y a des chefs qui n'aiment pas, qui n'osent pas, qui n'aiment pas dire les choses. Donc ça, c'est important. Encore 5 minutes. Il y a plein de questions. Alors, encore 5 minutes, je vais quasiment conclure. Je parlais d'autorité éclairée. Important que la décision du chef soit éclairée et cet éclairage, il peut être fait aussi par des subordonnés. Alors, dans la gendarmerie, on n'a pas de syndicat, donc on n'est pas éclairé, si tant est que je ne sais pas si les syndicats éclairent, si je pense que sur certains points, là, le monde de l'entreprise, mais on n'a pas de syndicat, on a des instances de concertation avec des gens qui sont des militaires, des gradés qui sont élus par leur pairs et puis qui vont participer donc à c'est pas eux qui vont décider, mais qui vont éclairer le chef dans sa décision. Et ça, c'est à mon sens, c'est un système qui existe dans la gendarmerie, qui existe dans les armées également, et qui fonctionne très bien. Et c'est une manière de prendre le pouls, certes, mais également de dire aux gradés, aux gendarmes, ok, il y a des problèmes, mais participez aussi, vous, à la résolution des problèmes, de faire de ces gens des forces de proposition, des forces de conviction. Ça, c'est un point important, éclairer la décision du chef. Et puis, il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir, en parlant de l'humain au cœur, c'est la qualité de vie au travail. Alors c'est vrai, la qualité de vie au travail, on avait fait une interview l'année dernière dans un magazine économique où je parlais de la qualité de la vie au travail en gendarmerie. Alors c'est vrai que ça peut surprendre de parler de bien-être au travail quand on est gendarme, mais je pense que c'est une préoccupation importante. Notamment dans cet environnement qui est plutôt anxiogène, avec toutes les crises qui se multiplient. Et je pense que pour la gendarmerie, avec une violence qui a augmenté de 25% à l'encontre des forces de l'ordre depuis 4 ou 5 ans, je pense que c'est important de parler de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, les gendarmes, ils vivent pas seuls. Certes, il y a la brigade, il y a les locaux administratifs, mais à côté, eh bien, il y a les logements des familles. Donc c'est important cette qualité de vie au travail. On ne prône pas le bonheur au travail, c'est pas le but, mais au moins que les gens, eh bien, se sentent bien, une atmosphère entre guillemets apaisante, en tout cas la moins oppressante possible. Voilà, donc la qualité de vie au travail, la détection également, tout ce qu'on fait en matière de RPS, ça c'est des choses sur lesquelles on peut peut-être échanger, et ça peut être fait même bien évidemment après, les risques psychosociaux. On a monté des dispositifs intéressants pour détecter, alors c'est vraiment pas une science, hélas c'est pas une science exacte, mais pour détecter tous ces signaux faibles qui font que peut-être que cette souffrance au travail, conjuguée à de la souffrance plus personnelle, pourrait déboucher sur des actes irrémédiables. Alors, en matière
Et en matière de qualité de vie au travail, il y a toute une réflexion également en gendarmerie. Là-dessus, on est assez en avance. On a des équipes à Paris qui marchent très très bien sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle dans le domaine des RH, c'est lancé depuis 2 ans. Au niveau de la fonction publique et des administrations, on était une des administrations les plus en avance en matière d'emploi de l'intelligence artificielle en matière de ressources humaines. Et puis, l'intelligence artificielle va nous servir également dans l'organisation du travail. Comment optimiser, par exemple, nos patrouilles nocturnes. Et tout ça, c'est la compilation de données qui permet petit à petit, alors ça a été initié dans le Lot-et-Garonne, ensuite ça a été repris en Isère, comment initier cette optimisation de nos patrouilles. Et si je dis ça, c'est-à-dire que quand on optimise nos patrouilles, c'est pas le tout d'en faire beaucoup à un endroit, à un moment où il ne se passera rien. C'était un peu, parfois, ça pouvait arriver. Donc, en optimisant également nos patrouilles, eh bien, on arrivera à gagner quelques plages un peu pour souffler au personnel. Donc, ça a également un sens en matière de qualité de vie au travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on va laisser la place aux questions. Simplement vous dire, bon, vous l'avez compris, que moi je crois très profondément à cette idée de commandement humain. Il faut une autorité avec une autorité éclairée, une autorité bienveillante et exigeante, car il faut quand même faire son boulot le mieux possible. Hein. Ça reste un impératif. Je pense que ça reste un impératif opérationnel. Et puis, c'est essentiel pour tout le monde, quel que soit le niveau, quel que soit le poste, en termes de réalisation et d'accomplissement personnel. Alors, bon, je pense qu'on va parler, on va laisser la place aux questions, parce que c'est vrai que... Parfait. Mon général, oui. Cher Philippe, un grand merci pour ton éclairage extrêmement important dans les temps complexes que nous vivons, particulièrement en ce moment. Et on pense tous, hein, mais on va vous laisser la parole. Il y a beaucoup de questions, que tu regroupes toutes les qualités du grand commandant, du grand chef que tu as décrit dans tout ton exposé, et je peux en attester, notamment parce que tu es humainement quelqu'un d'exceptionnel. Je peux en témoigner, comme chacun d'entre vous autour de la table, autour de la visio. Mais pas parfait. Alors justement, ça fait partie des questions. Je crois qu'il y a une question pas parfait. qu'on peut dérouler sur... sur comment être un chef exemplaire en étant humain et donc imparfait et donc faillible. Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, alors il faut s'efforcer d'être exemplaire. Et puis quand on est failli, quand on prend ça peut arriver, une mauvaise décision, ben, je crois qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de le dire. Et avoir le courage de le dire, y compris à ses subordonnés. Ça fait partie de la confiance. La confiance, c'est un mot qui est revenu régulièrement, mais le chef, il a confiance en ses subordonnés, c'est le postulat de base. Sinon, on ne peut rien faire. Et il y a des chefs qui n'ont jamais confiance dans leurs subordonnés. Ça, c'est sûr aussi. Qui veulent tout vérifier, qui veulent tout voir, etc. Non, il faut laisser confiance, exigence. Après, si ça se passe mal, la confiance n'exclut pas le contrôle, ça c'est la formule traditionnelle, mais il faut susciter également la confiance des subordonnés. Et les subordonnés comprendront. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres. On prend parfois des décisions qu'on croit bonnes, et puis on se plante, et il n'y a pas de problème si on le reconnaît. Il faut avoir la force, à mon sens, de le reconnaître. Voilà. Donc finalement, c'est assez simple. Du coup, là, il y a les autres questions.
Alors, laquelle La crise sanitaire. Voilà, a bouleversé et transformé l'organisation du travail. Quelle perception avez-vous du management à distance? Alors, pour la... Deux choses. Pour la gendarmerie. La gendarmerie, le travail du gendarme, il est resté le même. La crise sanitaire a fait que des gendarmes, parfois, ont conduit des missions de contrôle, d'application des mesures sanitaires, etc. Mais le gendarme, il faut qu'il fait partie des métiers essentiels, si je puis dire. Il faut qu'il soit sur le terrain. La vie continue, il y a toujours des agressions, il y a toujours des cambriolages, il faut être présent également auprès de la population, il faut rassurer les élus, il faut être auprès des élus, auprès de la population. Donc la vie continue. Donc là, en matière d'organisation, il n'y a pas eu d'impact direct. Il y a eu un impact direct dans les états-majors. Dans les états-majors où on a un certain nombre de postes où, bien évidemment, le télétravail a été initié. Ça avait été initié très péniblement avant la crise du Covid. La crise du Covid a permis de développer le télétravail. Et bon, ça se passe bien. Mais on est là sur des activités, entre guillemets, des activités support. Hein. On n'est pas dans la vie de l'entreprise. C'est pas comme des entreprises du tertiaire. Je vois j'ai 3 enfants et mes 3 enfants actuellement travaillent pour l'essentiel en télétravail. Bon, en gendarmerie, on travaille pas en télétravail. Donc il faut être sur le terrain. Par contre, on s'est organisé dans les états-majors et maintenant ça a un peu pataugé au début. On avait des gens qui étaient très rétifs aussi au télétravail, parce que venir sur son lieu de travail, c'est important. Pour certains, c'est du lien, c'est aussi beaucoup de lien social. Et on s'est organisé. Pour en avoir parlé avec mon successeur, je sais que ça se passe plutôt bien maintenant. Par contre, se pose quand même, à mon sens, pour l'avenir, pour les entreprises, ce développement du télétravail, cette transformation et notamment dans le secteur tertiaire, parce que bon, les autres secteurs sont certainement moins impactés. Je pense que ça pose dans le secteur des services, ça va certainement compliquer la pratique managériale. Ça, c'est clair, et je pense il va falloir y réfléchir, faire preuve d'inventivité. Je pense que les entreprises ont été, pour le coup, très agiles, très inventives pendant la crise du Covid. Bon, il y a des entreprises qui s'en sortent avec difficulté. Il y a des entreprises qui finalement s'en sortent pas trop mal, parce qu'il y a eu un effort, interne de management pour travailler sur l'innovation, la transformation, profiter de ce moment entre guillemets d'arrêt sur image pour peut-être se transformer. Alors, je pense que sur le champ des pratiques managériales, honnêtement, j'ai pas les réponses. Je ne sais pas si vous avez les réponses, mais on va vers un nouveau monde du travail. Pour le coup, là, je pense que il y aura un monde d'après. Si tant est qu'il existe. Hein. Pour moi, le monde d'après, c'est le monde d'avant qui était déjà là, et la crise va ne faire qu'accélérer des tendances lourdes qui étaient déjà engagées, et des tendances déjà bien présentes. Voilà. Alors, mais justement, oui, si je peux me permettre, il y a une question sur la transition civilisationnelle. Oui, non, mais ça, alors ça, c'est un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'on est à une période quand même une période importante. Et je prenais l'exemple du passage du Moyen Âge à la Renaissance. Je pense que
c'est un petit peu ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui, en termes de civilisation, on est bon, on est européen, l'État-nation. C'est pas du tout, je pose pas un discours politique là. Hein, je fais très attention quand je dis ça, mais les gens se posent des questions. En ce moment, on se pose des questions surtout sur l'identité, sur la citoyenneté. Et puis ça, c'est d'un point de vue un petit peu philosophique dans un monde très ouvert. Hein, et ça, c'est l'effet globalisant d'Internet notamment. Et puis dans le rapport au travail, on est dans une révolution technologique là, une révolution technologique à mon sens très importante, et on ne mesure pas tout ce qu'il va y avoir derrière. Je pense que l'intelligence artificielle, par exemple, c'est un changement fondamental. Et moi, je pense qu'en termes de philosophie, de civilisation, c'est quelque chose aussi qui va avoir son importance. On parlait tout à l'heure que le RH va être régulé en tout cas régulé. On s'appuiera sur l'intelligence artificielle. Vous espérez quand même que l'homme, in fine, l'homme et la femme auront toujours le dernier mot, mais il y a quand même des vrais sujets de fond. On parle de procès qui pourraient être faits également grâce à l'intelligence artificielle. Donc, le terme est peut-être un peu fort de changement civilisationnel, mais je pense quand même que le monde en 50 ans, même en 30 ans, il a quand même beaucoup changé, et je pense qu'on ne mesure pas tout, quoi, à l'heure actuelle. Question très pratico-pratique. Combien de temps dure le processus d'intégration d'une recrue dans l'armée à mettre en perspective avec celui dans les entreprises? Alors, bon, je parlerai d'un jeune gendarme hein, qui arrive dans son unité. Alors, il a été déjà formé, hein, presque 1 an de formation dans une école de sous-officiers. Là, il aura eu un socle professionnel, et puis un socle également important de valeurs, de savoir-être. C'est important chez nous. Après, on apprend en marchant, mais déjà, ce qui est important pour nous, c'est le savoir-être. Ça, c'est vraiment la base de tout. Après, tout s'apprend plus ou moins vite, mais ça se passe plutôt bien. Un jeune gendarme, pour qu'il soit vraiment opérationnel, bon, il lui faudra 2 ans, quoi, 1 ou 2 ans pour être vraiment pleinement opérationnel. Alors un gendarme, de toute façon, il parlait de collectif, il travaille en équipe, hein, ils vont patrouiller à 2, à 3, et il y aura toujours ce principe essentiel du mentorat, du tutorat, on appelle ça le tutorat, qui est fait par des gendarmes plus anciens. Et le tutorat, il va durer 1 an ou 2. Et ça, c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si ça se pratique dans les entreprises ou dans certaines entreprises. Alors, ça ne se pratique pas toujours bien, hein, en fonction des tuteurs, mais je pense que c'est une technique qui est quand même largement éprouvée chez nous. Voilà. Donc 2 ans. Oui, mais ça c'est un peu au doigt mouillé, hein, parce qu'il y en a qui s'intègrent, qui seront plus opérationnels plus rapidement. Mais cette notion de tutorat, de mentorat est intéressante. Ah bah pour nous c'est quand même essentiel. Tu as évoqué effectivement le fait qu'un chef devait être au-dessus de la mêlée, tout en étant compétent, bienveillant, etc. Comment être au-dessus de la mêlée sans perdre la connexion avec le terrain et donc sa légitimité opérationnelle? La légitimité opérationnelle, le chef, quel que soit le niveau, de toute façon, il est engagé. Il sera engagé à un moment ou un autre sur le terrain et à tout niveau.
l'adjudant-chef, le lieutenant qui commande une brigade ou une communauté de brigades, le commandant, le chef d'escadron qui commande une compagnie sera engagé sur le terrain. C'est assez exigeant. Hein. C'est exigeant. Je prends l'exemple, par exemple, d'un chef d'escadron, d'un commandant qui commande un arrondissement. Bon, bah, il a à suivre, bien évidemment, faire un suivi de l'emploi opérationnel des unités de sa compagnie. Il est également... il va suivre le RH des militaires de sa compagnie. Alors, il est aidé, mais pas. Il est quand même. Il fait beaucoup de choses lui-même. Il va suivre les questions des questions de RH, mais de RH de premier niveau, hein, puisque les ressources humaines, in fine, c'est la région qui suit les questions de ressources humaines. Il aura les relations extérieures de la compagnie, parce que, comme je disais tout à l'heure, on vit dans un biotope, dans les territoires. Donc, c'est les relations avec les élus, c'est les relations avec le monde de l'enseignement, avec le monde de l'entreprise également. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Et au bout du bout, le jeune chef d'escadron qui commande sa compagnie, eh bien oui, il aura pas beaucoup de temps pour se poser, pour être un petit peu au-dessus de la mêlée. Et plus des engagements opérationnels. Là, il peut y avoir des opérations à conduire, et c'est lui, en fonction de la nature de l'opération, qui les conduira, ou le colonel qui est le patron des opérations. Le général qui commande la région, bon, il est armé, il a un état-major, voilà, il y a des structures un peu plus fortes qu'un jeune chef d'escadron qui est dans son arrondissement et qui aura 130, 140 gendarmes à commander. Donc, c'est sûr que c'est moins évident. Mais pour en revenir, je pense qu'il est important quand même de savoir s'élever à un moment ou à un autre, parce que tout va vite maintenant. Tout va vite, c'est ça. Et tout va très vite. Et les informations, parfois, on les a par Twitter avant de les avoir, même par les échelons de base de la gendarmerie. Donc c'est vrai que le métier de chef, c'est vraiment complexifié. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et alors, peut-être qu'il simplifiera avec l'intelligence artificielle. Mais je pense que là, on est quand même dans une période de complexité maximale et d'incertitude maximale. Mais c'est valable, je pense que les entreprises, c'est pareil, quoi, j'imagine. Parfait, cher Philippe. Je vois que nous arrivons au terme de l'heure. L'heure et les 8 minutes qui ont dépassé l'heure et que nous nous étions accordés. On tient une nouvelle fois, et je pense que tout le monde s'associe à nos remerciements très chaleureux. On te laisse évidemment le mot de la fin, le mot de conclusion. Bah, écoutez, merci d'avoir pu échanger. Moi, je suis sur LinkedIn, donc s'il y a des questions, si vous voulez continuer, alors je ne garantis pas que je répondrai tout de suite, même si depuis que je suis en deuxième section, j'ai un peu plus de temps. Mais on peut continuer sur LinkedIn nos échanges, et ça me fera très plaisir. Très plaisir d'échanger avec des chefs d'entreprise, des personnes du monde de l'entreprise, voire d'autres sur ces questions de management, de commandement, parce que je pense que c'est des notions importantes. Et puis, je voudrais vous souhaiter notamment à tous les chefs d'entreprise, vous souhaiter beaucoup de courage donc parce que vous vivez une période très, très difficile. Je sais qu'il y a des capacités, de renaissance, comme l'on dit, mais je pense qu'il y aura de toute façon des sujets, on l'a évoqué, sur les nouvelles pratiques de managériales dans ce nouveau monde que l'on perçoit, et que l'on perçoit déjà bien profondément.
Et puis, il y a une chose que j'avais notée, et j'en terminerai par là. Moi, je voudrais insister sur le fait que le leader, le manager, il reste une femme, il reste un homme, avec heureusement ses propres imperfections et puis ses propres doutes. Et dans le contexte actuel, dans ce monde de complexité, d'incertitude, qui demande de l'engagement, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement. Je crois qu'il est impératif que tout chef se préserve. Ça, c'est important, se préserve physiquement, psychologiquement. C'est pas toujours simple à réaliser, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut méditer. Et je pense qu'il est d'autant plus important donc de savoir s'entourer aussi, avoir une vie la plus équilibrée possible pour assumer ce management qui doit rester humain, à mon sens, qui doit rester éclairé. Et c'est pour moi un management gratifiant. Je pense que vous êtes beaucoup à partager mon sentiment. Mais ce management éclairé, bienveillant, demande aussi beaucoup d'énergie. Ça, c'est sûr. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre attention. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Voilà. À bientôt. Merci encore à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Jeanne aussi. Merci. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.